Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et de Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative, au crowdfunding et à tout ce qui est un peu alternatif dans la finance. Patrick Le Camus de Pop Finance, on va parler d'Uber et de son évolution. On apprend des choses étranges dans un certain nombre d'articles aujourd'hui. Ah oui, alors la première des choses, c'est que finalement, sur ce mois de novembre, et un petit peu avant, Uber est devenu le sujet de la nouvelle économie, l'économie numérique à Internet, et c'est quasiment l'unique sujet. Si on prend rien que ça a donné un verbe se faire ubériser, ce qui était la grande crainte de tous les professionnels du service. Déjà ça, mais alors là, ça se dégrade un peu quand même. C'est-à-dire le phénomène médiatique s'amplifie. Rien que le journal Le Monde a eu au minimum 5 articles et tribunes consacrés à Uber, et comme à la fois pour donner des nouvelles, par exemple c'était les pratiques sexistes à l'intérieur de la pays. Pas terrible. C'était un sujet qui par ailleurs a été traité assez fortement ce mois-ci. Et puis il y a eu les entourloupes. Il n'a pas déclaré qu'il avait été piraté et que les données personnelles avaient été volées. Il déclare un an plus tard. On l'a su un an plus tard, c'est pas lui qui l'a déclaré en tout cas. Donc voilà, il y a toute une série de choses. Et puis après, il y a eu de grands débats de tribunes pour savoir quel était le modèle économique, est-ce que c'était positif, pas positif. Et il y a eu un des articles de Stephen Hill, qui est un spécialiste de l'économie du partage aux États-Unis, et qui lui vient d'écrire un livre. Il a été interviewé par Le Monde en disant il est très possible que Uber ne soit plus là dans 5 ans. Je dis je trouve ça un peu étrange. Ça va vite, hein. Ça va vite, dans 5 ans, c'est pas loin. Et le fait marquant de son interview, c'est que en réalité, Uber voit ses courses de véhicules de VTC, de location de véhicules avec chauffeur, véhicules de tourisme avec chauffeur, sont plus subventionnés que les transports publics. Ça, c'est étonnant, parce que ça veut dire que quand je prends une course de taxi, je paye au taxi, je paye plein pot, et le taxi se débrouille avec, mais la course Uber serait subventionnée en fait par le capital, par les gens qui ont souscrit. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est subventionné avec guillemets, parce que c'est pas subventionné par du privé, pas par de l'argent public. Alors c'est de l'argent privé, en même temps c'est pas la subvention, c'est la consommation du capital. C'est-à-dire que Uber a vendu son entreprise à des investisseurs. Les investisseurs ont dit parfait, dans quelques années tu vas gagner de l'argent, donc nous on va être dedans, et on met des millions et des millions et des millions, et ces millions sont consommés pour gagner des utilisateurs, soit des chauffeurs, soit des gens qui prennent des courses. Et c'est ça le principe fondamental de l'économie numérique, c'est d'arriver très rapidement en situation dominante, voire de monopole, pour être l'opérateur incontournable sur un marché et être indéboulonnable. Et après refaire ses prix qui vont à ce moment-là peut-être refaire payer plus l'utilisateur. Alors pas forcément. Le but d'Uber, c'est pas nécessairement d'augmenter les prix, c'est de dire à partir de cette masse d'utilisateurs, je vais trouver un modèle de revenu différent, parce que je vais avoir beaucoup de monde. Alors le principe qu'on connaît bien, c'est celui de Google ou Facebook, c'est-à-dire que le service est gratuit. De plus en plus de publicités qui viennent sur Facebook. Voilà, donc c'est pas nous qui payons le service que nous offre Google ou Facebook, c'est les publicités que nous recevons. Il y a toujours quelqu'un qui paye quand même. Il y a toujours quelqu'un qui paye, mais d'où cette expression qui est née dans l'économie numérique, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc du coup, on a ce modèle-là qui finalement, visiblement, n'est pas transposable dans des activités économiques qui ne sont pas intégralement dématérialisées. Comme Google ou Facebook, c'est tout dématérialisé. Amazon, c'est pas le cas, c'est pas le modèle économique d'Amazon. Et Uber est plus proche de la situation d'Amazon que de Google, mais en pire, c'est-à-dire que Amazon a fait l'économie des librairies et du personnel qui va avec, tandis que Uber ne fait pas l'économie des voitures et des chauffeurs. Donc ça lui coûte normalement tout aussi cher qu'une société de taxi. La seule chose qu'il a fait, la seule économie d'échelle, c'est d'être passé de la centrale de réservation par téléphone à une grosse centrale de réservation sur Internet et planétaire. Donc là, c'est pas une grosse économie. Et c'est pour ça qu'il est obligé de subventionner ses courses pour pouvoir gagner aussi rapidement qu'au Google les utilisateurs.
Voilà, donc un modèle qui est peut-être dangereux, sensible en tout cas, et qui n'est pas forcément pérenne. Donc quand on dit ubérisé, peut-être que ceux qui ont peur d'être ubérisés devraient être peut-être plus tranquilles, peut-être qu'ils sont sur des modèles plus pérennes que Uber. C'est possible. Voilà. On passe au bref avec Kickstarter qui a créé un nouveau modèle pour le mécénat. Oui, alors Kickstarter, on rappelle qui c'est. Alors Kickstarter, c'est la plus grosse plateforme de crowdfunding de dons avec contrepartie au monde. Voilà, du monde. Voilà. C'est eux. C'est la plus grosse plateforme aux États-Unis. C'est pas les seuls. Il y a beaucoup de plateformes qui opèrent. Eux ont un développement international galopant et ils permettent de lever des fonds. C'est plus leur chiffre indirect quoi, de levée de fonds, pas leur chiffre d'affaires à eux, est supérieur aux levées de fonds françaises. Quoi. Donc c'est gros, c'est très très gros. Et donc ils viennent de créer une nouvelle activité qui s'appelle Drip et qui est une activité de mécénat, donc qui permet aux contributeurs d'aider de manière régulière et non pas dans des campagnes limitées dans le temps, d'aider les artistes. D'accord. Voilà. Donc là, je vais soutenir un théâtre, je vais soutenir un orchestre tout au long de l'année. Il y avait une plateforme en France, Coméon, qui avait lancé ça qui avait lancé ça, oui, et qui était sur le modèle mécénat. Tandis que là, donc, c'est associé à Kickstarter. Avec cette musique de cirque, nous recevons naturellement quelqu'un qui est dans les arts circassiens, Antoine, qui est coordinateur de Zimzam, qui est une association de cirque adapté. Alors Antoine, ça veut dire quoi, association de cirque adapté ? Alors, association de cirque adapté, c'est le terme qu'on a trouvé le plus adapté justement pour définir nos activités de cirque à destination d'un public en difficulté. La notion d'adaptation, c'est l'idée de faire en sorte d'adapter, en l'occurrence, le cirque à des spécificités de certains publics qui ont besoin justement que l'on puisse moduler les activités de cirque en fonction de leur pathologie, en fonction de leur handicap. Et du coup, cette association-là, qui est née en 2005, elle a pour but justement de proposer du cirque. Et au départ, vous êtes quoi, une troupe de gens qui sont quand même des passionnés du cirque? C'est ça, 2 circassiens à la base qui travaillaient autour du cirque et qui aussi... Dans quelle discipline? Alors en l'occurrence un porteur et un jongleur, et qui avaient à côté de leur passion circassienne une profession qui était celle d'éducateur de jeunes enfants et professeur de sport adapté dans des établissements spécialisés. Ils ont fait la jonction de leur métier et de leur passion. 2 passions en même temps, l'idée de proposer ça de manière externe à des établissements, parce qu'ils travaillent dans des établissements, et l'idée ça a été de proposer ça avec une association externe, et ça a tout de suite bien marché, d'abord sur Marseille, et puis maintenant sur la Tour d'Aigle dans le Vaucluse, et sur Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous travaillez avec des associations d'insertion, des CAT, avec quel type de structure sur Marseille, Aix-en-Provence, que l'on connaît bien sur le territoire de notre radio? Alors on travaille avec une 50aine d'établissements à l'année sur des ateliers, des stages ou des séjours, donc différentes formes de pratique du cirque, qui sont des établissements spécialisés qui accueillent des personnes en situation de handicap de tous âges, de 4 ans jusqu'à 75 ans, et tout handicap, c'est-à-dire handicap mental, handicap physique, handicap sensoriel, handicap psychique également, maladie mentale donc. Ah oui. Et donc des établissements qui couvrent un large panel de publics très différents. Et on travaille sur un territoire très élargi, puisque comme je le disais, on travaille sur Marseille, mais également dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence. Donc on peut proposer, soit avec les établissements qui viennent dans nos salles sur Marseille, soit nous en nous déplaçant, un panel d'activités très large autour du cirque et du handicap en région PACA. On peut donner les noms d'un certain nombre de structures sur notre territoire avec lesquelles vous travaillez? Oui, on travaille avec des grosses associations comme la RIMC, comme la Chrysalide, Serena ou l'ARI sur Marseille, mais qui rayonnent eux aussi sur la Provence. Ouais. Et puis d'autres petites associations, plus petites on va dire, même si elles sont très importantes, comme la Bourguette, qui est une très belle association qui travaille autour de l'autisme et la prise en charge de l'autisme. Voilà, après, historiquement, on a travaillé avec pratiquement 80 établissements différents, donc on connaît assez bien ce qui se fait autour de la prise en charge du handicap sur la région. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui le font, la double compétence, parce que ça s'improvise quand même pas tout à fait de travailler avec des personnes handicapées mentales ou autistes pour les amener à faire un certain nombre d'activités. Donc là, vous avez, cette double compétence. D'abord, vous êtes des passionnés des arts circassiens, donc savoir-faire, ça c'est une chose, et puis approcher ce public particulier. Exactement. C'est notre savoir-faire en fait. C'est la différence avec une école de cirque qui, par exemple,
s'ouvrirait à du handicap, ce qui est quand même très intéressant. Nous, ce qu'on propose, c'est que les professionnels avec qui on travaille, les salariés de l'association, ont tous la double casquette de professionnels du cirque avec une formation circassienne et qui ont travaillé ou qui ont un diplôme en lien avec le handicap. Alors on travaille par exemple avec une psychologue clinicienne qui a aussi une formation en cirque, avec une personne donc qui est professeur de sport adapté, donc qui a aussi un diplôme pour travailler avec ce public-là, et qui ont tous cette double casquette, et c'est en ça qu'on fait valoir notre spécificité par rapport à d'autres compagnies ou écoles de cirque qui pourraient s'ouvrir au handicap, qui connaissent peut-être moins bien les spécificités de ce public-là. Donc on connaît non seulement le public, mais aussi le fonctionnement des établissements, ce qui est très important parce qu'on travaille finalement avant tout avec l'établissement, puis après avec le public, et le fonctionnement des établissements est très spécifique. Alors là, vous recherchez des fonds, 5 000 € pour une activité particulière qui est de faire un film sur votre activité. L'activité, vous avez trouvé des financements, ça a l'air de fonctionner, mais vous dites là, il faut qu'on fasse un film pour valoriser finalement ce que l'on fait avec un réalisateur professionnel. Exactement. L'idée du film, elle est née il y a 1 an et demi environ, avec Laurent Gracia, donc, qui est documentariste professionnel, qui est donc un ami qui nous suit depuis quelques années et qui a eu envie de faire un film avec comme base et comme fil rouge la création de notre nouveau spectacle, parce qu'on crée également des spectacles professionnels qui mêlent artistes en situation de handicap et artistes valides. Et là, l'idée, il y a 1 an et demi, quand on a voulu créer le spectacle, il s'est dit, ça serait intéressant de prendre cet angle-là pour parler de Zimzam. Donc non seulement il a suivi toute la création, toutes les étapes de création du spectacle, les premières diffusions également, notamment on est allé jusqu'au Pays de Galles pour diffuser le spectacle, donc ça a été une belle aventure à filmer. Et puis autour de ça, il a pu venir à Marseille et filmer des ateliers, filmer nos séjours, filmer nos montages chapiteaux, ce qui donne un large panel de ce qu'on peut faire. Et l'idée, c'est de pouvoir financer, grâce à une campagne de crowdfunding, la finalisation de ce film. La post-production et la diffusion. Merci Antoine d'avoir été avec nous pour l'association Zimzam. Vous levez sur Provence Booster. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook, la page Emporté par la foule. Merci à Romain Sestaré qui a préparé cette émission. Merci à Corentin Aubry qui en assure le son. Merci à Laure Percival qui en assure l'image. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. Rendez-vous la semaine prochaine.